Je suis Stéphanie, maman de 2 enfants, dont Alice, qui a 13 ans aujourd'hui et qui a reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 3 ans avec une suspicion qui a été posée dès l'âge de 2 ans. Moi, je m'appelle Sophie Biette. Je suis la maman de Marie, qui a 31 ans et qui présente un autisme dit de profil sévère. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans et demi et son accompagnement a été sans rupture jusqu'à aujourd'hui. Je suis Aurélie, je suis maman de deux enfants, dont Livio qui a 11 ans. Donc il y a un diagnostic de TSA avec une épilepsie associée. Il a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans environ. Alice, c'était un bébé qui a été très calme, donc qui a plutôt bien dormi jusqu'à l'âge de 1 an et demi. Après, se sont mis en place, vers l'âge de, je dirais, 2 ans, toutes les difficultés liées à l'endormissement. Et puis surtout, il y a eu les réveils nocturnes, là aussi à partir de cette période de 2-3 ans. Si le sujet du sommeil n'était pas vraiment notre première préoccupation, c'est devenu assez vite une occupation familiale. Je pense qu'il n'a pas passé une nuit complète jusqu'à ce qu'il ait 5-6 ans et qu'on ait mis un certain nombre de choses en place pour que son sommeil s'améliore. Le bébé Marie ne posait aucun problème de sommeil particulier, on dirait même qu'elle dormait plutôt trop. Et c'est plutôt vers l'âge de 3 ans que sont apparus notamment des problèmes d'endormissement. Donc on restait à côté d'elle 2, 3, 4 heures, voilà, avec elle pour qu'elle s'endorme. Et puis on avait l'impression que le reste de la nuit se passait bien. Puis on s'est aperçu que petit à petit, en fait, le frigidaire était vidé, qu'elle rentrait dans les chambres de ses frères et sœurs. Enfin bref, elle s'occupait pendant la nuit. Et on l'a même retrouvée sur le rebord d'une fenêtre grâce à des jeunes qui ont sonné à la porte vers 3 heures du matin. Et c'est à ce moment-là que on a commencé à se dire que, en fait, c'était pas juste un problème d'endormissement et qu'il fallait prendre le sujet à bras le corps. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites parce que si maintenant les troubles du sommeil dans les troubles du spectre de l'autisme sont extrêmement fréquents et touchent entre 50 et 80% des enfants, l'entrée n'est pas la même pour tout le monde. Donc il y a effectivement des parcours comme le vôtre où après une phase initiale où c'est plutôt trop de sommeil, l'enfant n'est pas très exigeant, ne pleure pas tellement, ne sollicite pas trop les parents, va bien dormir un certain temps et finalement progressivement vont apparaître les troubles du sommeil et c'est souvent comme vous le décrivez, d'abord des difficultés d'endormissement et après il y a des réveils nocturnes qui vont s'y associer. Alors que pour d'autres familles, ils vont décrire que dès le départ, finalement, l'enfant dormait très mal, avait des très courtes périodes de sommeil qui n'arrivaient pas à se stabiliser, avait aussi durant la journée des siestes vraiment très très courtes. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, on arrive presque au même résultat avec ces difficultés d'endormissement qui sont importantes et en plus les réveils nocturnes. Et comme vous le décrivez bien, ce qui est, je pense, spécifique des réveils associés au trouble du spectre de l'autisme, ils sont souvent de longue durée et l'enfant est complètement réveillé, comme si c'était le jour, et a souvent envie de faire les choses. Donc chez vous, c'était elle se balade, elle se préoccupe, elle mange, elle va à la fenêtre, etc. Et donc ça peut, dans un cas comme Marie, être très dangereux. Et ces mises en danger vont alerter les parents qui, du coup, n'osent plus du tout dormir. Donc ça peut créer des situations assez dramatiques au niveau familial. Alors, pour ma part, je pense qu'il a toujours mal dormi, hein. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu de début, on va dire, un peu plus calme. Et je pense qu'il n'a pas passé une nuit complète jusqu'à ce qu'il ait 5-6 ans. Et du coup, avec exactement ce que vous décriviez, c'est-à-dire des difficultés d'endormissement, mais surtout associées à des réveils nocturnes très longs, où effectivement, entre 1 heure et 3 heures du matin, ou entre 3 heures et 5 heures du matin, il dormait pas, il rigolait, il se levait, il sautait sur le lit. Les premiers signes, moi, qui m'ont marqué par rapport au sommeil, c'était des espèces, alors ce que moi j'appelle des terreurs nocturnes, mais très très fortes. C'est-à-dire que pour en avoir discuté après avec des amis, d'autres mamans, les terreurs nocturnes de leur bébé, elles duraient un quart d'heure et puis voilà, enfin c'était des pleurs, etc. Chez nous, c'était 1 heure, 1 heure et demie de cris
un enfant que je ne reconnaissais plus, qui ne me reconnaissait plus. En tout cas, j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas toucher, à qui on ne pouvait pas parler. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement impressionnant. Voilà. Après, se sont mis en place, vers l'âge de, je dirais, 2 ans, toutes les difficultés liées à l'endormissement qui faisaient qu'on devait rester, à côté d'elle pendant 1 heure, quand c'était les bons jours, 2 heures, voilà, les jours plus compliqués. Et puis surtout, il y a eu les réveils nocturnes, là aussi à partir de cette période de 2-3 ans. Et c'était 1 à 3 fois par semaine, des réveils qui duraient de 2 heures du matin jusqu'à 5 heures. Avec soit des moments où elle était très angoissée, soit au contraire des moments où elle était très en forme et où elle rigolait et effectivement avec l'envie de se lever. Mais bien sûr que les journées étaient encore plus compliquées pour tout le monde le lendemain. Parce que vous êtes fatigué aussi. Vous êtes fatigué, donc vous supportez aussi encore moins les autres symptômes associés et ça fait rentrer effectivement dans un cercle un petit peu infernal pour tout le monde. Oui, et on imagine vraiment quel impact ça avait à la fois ce que Sophie dit, Aurélie, Stéphanie, vous dites quand même que c'est extrêmement compliqué à gérer. Comme vous dites, beaucoup d'angoisse le soir parce que si en plus on n'arrive pas à s'endormir, évidemment, l'enfant va être plus dans les stéréotypies ou les difficultés sensorielles vont plus être apparentes. Et après, ça fait boule de neige. Donc, on voit vraiment ces intrications entre la symptomatologie autistique et les troubles du sommeil associés qui malheureusement se font souvent dans un cercle vicieux, en fait. L'un entraîne l'autre, aggrave l'autre, etc., etc. Et d'ailleurs, dans une de nos études, on a publié, on voit qu'à peu près 30% des comportements stéréotypés de l'enfant avec TSA peuvent être corrélés ou s'expliquer par les troubles du sommeil et des rythmes circadiens. Un espèce de cercle vicieux dans lequel il est extrêmement difficile de sortir. On n'a pas tous les mêmes besoins de sommeil et comme on a un petit peu sa personnalité, on a son tempérament de sommeil en termes de durée de sommeil. Est-ce que je suis un court ou un long dormeur? Et également en termes de chronotype, est-ce que je suis plutôt un sujet du soir ou un sujet du matin? C'est vrai que chez l'adulte, ça va plutôt être autour de 8 heures de sommeil, mais il y a des courts dormeurs. Chez un enfant en maternelle, vers 3-5 ans, c'est autour de 11-12 heures. Et en primaire, c'est plutôt autour de 10 heures. Et moi, je dirais, pour le dire assez simplement, une bonne nuit de sommeil, c'est une nuit qui nous permet d'être bien fonctionnel la journée, d'être avec une humeur qu'on arrive à peu près à réguler, d'être attentif, on arrive à apprendre, on arrive à se concentrer sur les autres, être en bonne interaction la journée et tenir une période de veille étendue, bien sûr pas pour le petit enfant qui a besoin d'une sieste, mais pour les autres, à partir de 5-6 ans, normalement, on tiendrait toute la journée éveillé. Bien sûr, dans les troubles du neurodéveloppement, la sieste peut parfois être nécessaire plus longtemps, tout simplement pour, je pense que, se mettre en position off pour récupérer à nouveau la régulation des émotions et tout ce qui vient avec, et après pouvoir attaquer la deuxième partie de la journée. Mais dans ces moments de veille, les moments de veille doivent être de qualité. Donc, si c'est que la nuit qui est perturbée, alors que la journée, ça se passe merveilleusement bien, l'enfant est présent, bien régulé, etc., on considérait que pour lui, il y a peut-être moins d'impact, du coup, sur son développement de son sommeil. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas un impact sur les parents. Mais dans la majorité des cas, l'impact est sur les deux, sur l'enfant, sur son fonctionnement de la journée et sur les parents. Et à partir du moment où on a un impact sur le fonctionnement de l'enfant ou des parents, il faut faire quelque chose. Le message essentiel, c'est d'en parler, pas rester un peu enfermé dans une espèce de fatalité qu'on a déjà chez le tout petit enfant. Il faut vraiment en parler et y croire que les choses peuvent s'améliorer. Moi, j'ajouterais effectivement en parler déjà suffisamment tôt, donc avant vraiment que ça craque. Pas attendre que la situation soit tellement insupportable et que la vie de famille explose pour vraiment s'attaquer au sujet. Et puis effectivement, il y a aussi ce soutien auprès des autres parents concernés
se rendre compte que c'est quelque chose qui est partagé. Et je me rappelle, enfin, c'est peut-être pas vraiment un conseil, mais c'est vraiment quelque chose de très anecdotique. Mais il y avait une autre maman avec qui j'avais noué des liens d'amitié, et son fils avait des troubles du sommeil à peu près comme ma fille, c'est-à-dire voilà, entre 2h et 5h du matin, il se réveillait 2-3 fois par semaine. Et en fait, la nuit, on pensait l'une à l'autre. Enfin, on s'était dit, ben, tu vois, à cette heure-là, t'es sûrement réveillée toi aussi. Et c'était quelque chose voilà, dérisoire, mais où je savais que quelqu'un d'autre était réveillé en même temps que moi. Et ça m'apportait un petit peu de baume au cœur dans ces moments-là. Merci beaucoup pour ça. Moi, je suis entièrement alors d'accord avec vous. En parler, déjà entre vous, le couple parental, et puis chercher de l'aide. C'est très important d'en parler si c'est une vraie symptôme de souffrance pour l'enfant ou pour les parents. Mais c'est aussi important d'en parler de toute façon parce que on peut quand même améliorer le sommeil. On ne peut pas toujours le rendre parfait. Je veux pas non plus créer cette illusion-là, hein. Mais ça n'existe quasiment pas qu'on n'arrive pas à amener à une amélioration du sommeil. Et puisque ça a un impact positif sur le développement et sur le fonctionnement d'Ion, c'est dommage de s'en priver aussi, parce que c'est au moins un des leviers qu'on a, alors que sur d'autres symptômes, on ne peut pas toujours agir. Parce que c'est vraiment cette triangulation, sommeil, fonctionnement autistique, comportement. Voilà, mais le sommeil, on peut agir dessus. Jusqu'à l'âge de 5-6 ans, voilà, moi je n'ai pas passé une nuit complète avec des réveils nocturnes extrêmement longs, hein, entre 3 et 5 heures du matin. Mais voilà, on peut en sortir et ça fait du bien de bien dormir.